Et merci beaucoup pour votre accueil. Alors, je vais commencer par un petit effort de définition. On sait qu'en grec, il existe 3 mots pour définir le peuple. Ethnos, démos et laos. L'ethnos est le peuple distingué par sa culture, ses coutumes, ça a donné ethnie, ethnologie. Le démos, selon Odon Vallée, est le peuple réparti en circonscriptions, la mosaïque territoriale où le pouvoir vient du cadastre. Ce mot a donc une connotation plus politique, et il a donné démocratie, démagogie. Et le Laos, qui est une notion plus large. C'est le peuple rassemblé, indivisible, et c'est un terme dont l'adjectif est laïkos, et d'où sont dérivés les mots laïque et laïcité. Le Laos est opposé au mot kléros, ce qui revient dans un partage, dans un héritage, et qui a donné clergé, désignant ceux qui ont le Seigneur en héritage, en sont les élus. Aussi le laïc est-il celui qui, au sein de la communauté chrétienne, n'appartient pas au clergé, lequel se trouve hiérarchiquement au-dessus de lui. La laïcité, c'est un terme qui était encore un néologisme en 1870, désigne donc la séparation du spirituel et du temporel. Aujourd'hui, on distingue au genre masculin laïque avec un C et laïque QUE. Le second terme relevant du vocabulaire politique et dont le sens spécifique est, selon Henri Peña-Ruiz, issu du mouvement d'opinion et de lutte mené pour émanciper la puissance publique et les lois communes de toute tutelle religieuse. Fin de citation. C'est pourquoi on parle d'enseignement, d'État laïque QUE et non pas avec un C. Alors, on va me dire que cette distinction est un peu oiseuse, mais ce n'est pas le cas puisqu'elle rend compte d'une définition dynamique de la laïcité. Celle retenue par Ferdinand Buisson, le père de l'école gratuite, obligatoire et laïque de la Troisième République, qui, dans son monumental dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, écrit, je cite, « Les laïcs, QUES donc, c'est le peuple, c'est la masse non mise à part, c'est tout le monde, les clercs exceptés, et l'esprit laïque, c'est l'ensemble des aspirations du peuple, du Laos, donc, c'est l'esprit démocratique et populaire. » Fin de citation. Autrement dit, la laïcité, c'est le combat contre le cléricalisme, c'est-à-dire contre l'appropriation ou la volonté d'appropriation par un petit groupe, qu'il soit religieux ou non, et c'est très important, d'un pouvoir qui revient au peuple indistinct, donc au Laos. Et c'est toute l'histoire de la République, fille de la Révolution de 1789. Or, cette lutte émancipatrice du peuple, qu'on nommera plus tard donc laïcité, suppose, comme l'ont bien compris les révolutionnaires, l'affirmation d'une double souveraineté, celle de l'individu et celle de la nation. Autrement dit, la laïcité est l'articulation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et de son article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors, premièrement, l'individu, dans cette optique, est le noyau solide de la société. Et la Révolution française affranchit l'individu. La France d'Ancien Régime, rappelait Ferdinand Buisson, le 17 mars 1902 à la tribune de la Chambre, était composée, je cite, d'une juxtaposition d'innombrables petites sociétés fragmentaires, de petits groupes hétérogènes dont chacun avait sa vie et ses droits propres. Fin de citation. Il fait écho évidemment à la fameuse formule de Mirabeau du 19 avril 1790, selon laquelle la France était alors une agrégation inconstituée de peuples désunis. Les individus n'étaient pas égaux entre eux, et chacun n'avait de droits que les droits qui lui venaient de la corporation à laquelle il appartenait. Cette soumission de l'individu est-elle prix à payer pour sa protection? Or, la Révolution de 1789 a jeté bas cette multitude de corporations pour ne reconnaître, explique toujours Buisson, je cite, que ce pivot, cette cellule élémentaire, organique, qui est l'individu.
disons mieux la personne humaine, car il ne s'agit plus de considérer l'individu comme une quantité plus ou moins imperceptible. La personne humaine devient le fond même et le cœur de la société. La liberté fondamentale de toute la société, c'est la liberté de la personne humaine. Fin de citation. Alors avec la mort des corps intermédiaires, générateurs de droits particuliers, il ne subsiste plus rien entre l'État et le citoyen. Aussi est-ce la puissance publique, l'État, qui désormais, en se substituant aux féodalités, garantit la liberté de l'individu. On ne reconnaît de droits naturels qu'à l'individu. Et ces droits, vous les connaissez, la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression, sont inviolables, imprescriptibles et inaliénables. Les révolutionnaires ont résumé ce principe donc dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, selon lequel tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Quelques mois plus tard, toujours à l'Assemblée, le 23 décembre 1789, le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre affirme, là aussi ces mots resteront célèbres, « Il faut refuser tout aux Juifs, au pluriel, comme nation, et accorder tout aux Juifs comme individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique, ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Et ce qui vaut ici pour les Juifs vaut pour tous, je pense notamment aux protestants, puisque Rabot Saint-Étienne, protestant, a exigé qu'on proscrive le mot de tolérance, qui est un concept anti-républicain, ou du moins proto-républicain. Et au lieu de la tolérance, puisqu'il y a toujours la puissance qui tolère, la puissance qui est tolérée, ils sont dans un rapport symétrique. La tolérance n'est qu'une concession révocable. On a révoqué l'édit de Nantes. Il réclamait donc l'égalité, dans l'indistinction. Donc voilà énoncé l'individualisme qui constitue le fond de la laïcité républicaine. Et l'évêque d'Angers, Monseigneur Frépel, bien connu, ne s'y est pas trompé, car même si dans le préambule de la fameuse déclaration, les constituants font référence à l'être suprême, ce n'est pas en Dieu, je cite Monseigneur Frépel, qu'ils cherchent le type et la source de l'autorité. Nullement. C'est dans l'homme et dans l'homme seul. Et c'est Ferdinand Buisson, toujours lui, qui relève cette objection dans sa fameuse conférence intitulée, tout un programme, « Pourquoi nous sommes patriotes et ne sommes pas nationalistes ?» du 14 janvier 1900 et qui commente ainsi « À sa manière, l'évêque a raison. Oui, l'homme seul, l'homme se passant du prêtre, l'homme osant parler de Dieu et en appeler directement à Dieu au nom de sa raison et de sa conscience sans avoir besoin d'interprète attitré. Oui, une assemblée d'hommes libres prétendant fonder sur les lois mêmes de la nature, non une théocratie, mais une démocratie. C'était bien là une apostasie nationale. C'était le premier mot de la révolte, la liberté qu'il fallait prendre pour avoir droit à toutes les autres. » Un autre radical socialiste, Georges Clemenceau, ne pense pas différemment. Il déclare au Sénat le 30 octobre 1902 que, je cite, « l'idée primordiale de la Révolution française est que la créature humaine en naissant apporte certains droits inaliénables contre lesquels le corps social ne peut faire aucune entreprise et que l'homme lui-même ne peut pas abdiquer. Voilà la doctrine, il y a des droits inhérents à l'existence de l'homme. » Et Clemenceau précisera dans la péroraison de son fameux discours pour la liberté, le 17 novembre 1903, toujours au Sénat, « Une idée a surgi qui meut les hommes et les pousse à la conquête d'une société meilleure. C'est l'idée du droit humain, l'idée du droit de l'homme grandi en roi, en souverain, dont la souveraineté ne connaît de limite que la souveraineté des autres. » Cette souveraineté de l'individu, l'un des deux fondements de cet affranchissement de tout contrôle clérical, au sens large, cette souveraineté proclamée, il convient de la forger et de l'entretenir. Et c'est pourquoi les républicains ont fait de l'école laïque le noyau solide du dispositif républicain, le creuset de l'émancipation individuelle. Les républicains de la Troisième République, on le sait, se sont considérés comme les héritiers de la Révolution française. Ils avaient avec Condorcet le meilleur théoricien possible de l'instruction publique. Et si les mots laïcité, laïque ne sont pas employés par Condorcet, c'est bien l'école laïque qu'il a conçue, théorisée.
Dans l'idéal condorcétien d'instruction publique, en effet, l'école doit, afin que les enfants puissent se déprendre de leur déterminisme et de leurs préjugés, reposer sur une triple séparation. Celle d'avec les dogmes religieux, celle d'avec le pouvoir politique et celle temporaire d'avec la société, condition sine qua non de l'émancipation intellectuelle et morale de l'élève. On pourrait aller jusqu'à dire que l'école laïque crée des hérétiques au sens propre. L'hérétique, c'est celui qui choisit, et qui choisit en fonction de sa raison, en l'occurrence de sa conscience. Comme l'écrivent Charles Coutel et Catherine Kinsler, par l'instruction publique, l'homme devient citoyen en se réappropriant l'usage personnel de sa raison dont il ne doit jamais se dessaisir. Aussi, l'instruction publique, selon Condorcet, est-elle, je cite, un devoir de la société à l'égard des citoyens. Par elle, le citoyen devient autonome, c'est-à-dire auteur de sa propre éducation. Il est donc souverain. Au centre sont donc les savoirs, et celui qui les transmet est l'instituteur, qui est un mot généralisé par Condorcet. Il faut se rappeler que sous la Troisième République, l'instituteur est investi d'une charge symbolique considérable. Dans chaque village, il est l'égal du curé et du maire, ce qui n'est pas rien à l'époque. En 1911, dans le Nouveau Dictionnaire de pédagogie, Buisson écrit que l'instituteur est toujours l'homme de confiance de la République. Il incarne l'autorité du maître, maître comme magister et pas comme dominus, celui qui domine, et qui doit pouvoir et vouloir contribuer au développement de l'élève. Il doit le pouvoir en ce sens qu'il sache plus et mieux que l'élève ce qu'il doit transmettre et qu'il sache le transmettre en imposant l'autorité du savoir tout en excitant et canalisant la spontanéité de l'élève. Il élève l'élève jusqu'à ce qu'il puisse se passer de maître. L'instituteur laïque institue le citoyen. Il se place, toujours selon Buisson, au premier rang des ouvriers de la civilisation. C'est pourquoi quand la gauche a supprimé le mot instituteur avec Lionel Jospin, elle a commis une forme pas seulement de crime symbolique, mais on a procédé à un renversement. C'était le début de la fin de l'école républicaine, déjà bien entamée par ailleurs. La Troisième République va donc s'efforcer de laïciser l'enseignement public. La laïcité scolaire ne signifie pas que l'école serait hostile aux religions, mais les dogmes religieux n'ont pas droit de citer au sein de la salle de classe, car l'école laïque est l'école de tous, sans distinction de sexe, d'origine, de confession, etc. La séparation des églises et de l'école implique une triple laïcisation, celle des locaux, on a ôté les crucifix des salles de classe, et les statues de la Vierge également, et on décide que l'enseignement religieux sera dispensé en dehors des heures de cours et en dehors des salles de classe. Laïcisation du personnel, ensuite, la loi Goblet de 1886 dispose que dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. On considère alors que le prêtre est l'homme qui inculque un dogme, quand l'instituteur est celui qui éveille l'élève au sens critique. Et enfin, laïcisation des programmes. La loi Ferry de 82 prévoit que l'instruction morale, ici évidemment la morale indépendante, l'instruction morale et civique remplace l'instruction morale et religieuse. Donc cette souveraineté de l'individu proclamée par les révolutionnaires et forgée par l'instruction publique est la condition de la souveraineté nationale, second pilier de la laïcité. Sous l'Ancien Régime, le pouvoir d'État appartient tout entier au roi. Le roi a le pouvoir d'édicter des textes législatifs, celui de rendre la justice, de battre monnaie, de faire la guerre, de lever des impôts et taxes. Il existe certes de fait des contrepoids à ce pouvoir, mais en théorie, le roi est le seul dépositaire de la souveraineté. C'est le fruit d'une lutte pluriséculaire contre ses vassaux et surtout contre l'Église catholique romaine, avec l'affirmation du gallicanisme, qui fait du roi de France le maître en son royaume, qui s'inscrit, cette affirmation, dans un vaste courant de pensée, défendu notamment par Machiavel, qui défend l'autonomie du pouvoir temporel, la souveraineté des États, la rationalité de la pensée et, ajoute audacieusement l'historien Éric Anceau, ce qu'il faut bien appeler déjà une forme de laïcité. Reste que le catholicisme jouit d'une position dominante et même ultra-dominante. L'Église est le premier ordre de la nation et elle contrôle à travers les congrégations de multiples domaines comme l'enseignement, les hôpitaux, etc.
et elle est en outre organiquement liée à l'État par le Concordat de Bologne de 1516 qui a été signé entre François Ier et Léon X. Pulvérisant la structuration de la société en trois ordres, le 17 juin 1789, les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale. Dès lors, la souveraineté ne s'identifie plus avec le roi, mais avec la nation. Ce transfert de souveraineté est capital. Il signifie la prise en main par la nation de son destin. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, que j'ai déjà cité, consacre cette évolution. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, et essentiellement ici signifie par essence. Si, comme on vient de le voir, la révolution implique que la cellule élémentaire de la société soit l'individu, pourvu de droits naturels, que tous les individus naissent libres et égaux en droit, si la société doit l'instruction publique à l'homme pour l'affranchir, si l'école est à ce point le cœur battant de la République, c'est que l'instituteur est l'éveilleur du sens critique de l'élève, aussi parce qu'il est le précepteur du souverain, c'est-à-dire du peuple. Éclairé, le citoyen sera ainsi mieux à même de contrôler le pouvoir. Le philosophe Alain a écrit sur le sujet des textes définitifs, s'inspirant du précepte de Condorcet selon lequel, je cite, « Tout pouvoir est naturellement ennemi des Lumières » et mieux à même d'être lui-même éventuellement représentant du peuple. Déjà Condorcet mettait en garde contre la professionnalisation des fonctions législatives, notamment, qui reviendrait à confier le pouvoir à une nouvelle aristocratie. Je cite Condorcet. « Le pays le plus libre est celui où un grand nombre de fonctions publiques peuvent être exercées par ceux qui n'ont reçu qu'une instruction commune. Il faut donc que les lois cherchent à rendre plus simple l'exercice de ces fonctions, et qu'en même temps un système d'éducation sagement combiné donne à cette instruction commune toute l'étendue nécessaire pour rendre dignes de remplir ces fonctions ceux qui ont su en profiter. C'est pourquoi, si le suffrage universel doit être instruit, l'école primaire doit être obligatoire, pour que tous les enfants puissent la fréquenter. Les riches comme pauvres, elle doit être gratuite. Enfin, pour ne pas attenter si peu que ce soit à la conscience de l'enfant qui est considérée alors comme chose sacrée, l'école publique doit être laïque. Pour Condorcet, l'école de la République doit former des réformateurs de la République, et non des hommes voués au maintien tel quel d'institutions existantes. Je cite à nouveau Condorcet. Le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger. Il ne s'agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus afin que chacune devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. Autrement dit, l'exercice de sa souveraineté par le peuple implique un anticléricalisme constant. Il s'agit de veiller en permanence à ce qu'aucun individu, aucun groupe n'exerce d'autorité qui ne procède du peuple. Enfin, la séparation des églises et de l'État a été le parachèvement de la souveraineté de l'État. Après avoir séparé l'école publique des églises, afin que la nation soit vraiment souveraine, il fallait séparer donc l'État des églises et les églises. Cette séparation advint après un long processus de laïcisation par les pouvoirs publics désireux de s'émanciper de la tutelle des cultes. 1884, fin des prières publiques le dimanche suivant la rentrée parlementaire, prière, je vous le rappelle, je cite, « adressée à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées ». 1903, laïcisation des hôpitaux de la marine, retrait aux fabriques et consistoires du monopole des inhumations. 1904, retrait des crucifix des prétoires. Vous voyez qu'en Italie, par exemple, dans les prétoires, il y a toujours des crucifix au-dessus du président du tribunal. Suppression de l'enseignement congréganiste. La même année, la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican, prélude à la séparation des églises et de l'État. La loi finalement promulguée le 9 décembre 1905 consacre donc la fin du régime concordataire, donc sauf pour l'Alsace et la Moselle, qui à l'époque étaient occupées par l'Allemagne depuis 1871, et repose sur deux grands principes toujours en vigueur. Permettez-moi de vous les rappeler. La République, selon l'article 1er, assure la liberté de conscience,
Elle garantit le libre exercice des cultes dans l'intérêt de l'ordre public. Chacun est donc libre de croire ou de ne pas croire, et la laïcité assure la liberté de conscience et de l'expression du culte dans les limites de l'ordre public. Deuxième pilier de la loi, article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Les religions n'ont donc plus à s'immiscer dans la vie publique, pas plus que l'État n'a à intervenir dans les affaires internes aux religions, pour peu évidemment qu'elles respectent la loi. Un peu auparavant, au 4e congrès radical de Toulouse, Ferdinand Buisson, président de la commission de séparation à la Chambre des députés, fixait les principes. Non un contrat entre deux parties, la séparation n'est pas un pacte. Vous entendrez certains historiens, certains sociologues parler de pacte laïque. La séparation des églises et de l'État n'est pas un pacte. Elle est l'affirmation de la souveraineté de la nation. Et là, je vais citer Buisson. Elle substitue à un partage d'autorité entre deux pouvoirs rivaux la distinction entre deux fonctions qui n'ont pas lieu de se heurter, la fonction de l'État qui représente la souveraineté nationale, et la fonction des associations religieuses qui représentent une des formes du droit de toute personne humaine à la liberté de ses opinions et de leurs manifestations. Buisson refuse que l'État soit lié par une quelconque tutelle, qu'il soit sanctionné par une autorité extérieure. La nation est laïque, donc souveraine, autonome. Le pouvoir, je cite Buisson, est exclusivement civil, puisqu'il n'est que la nation se gouvernant elle-même et elle seule. Légalement et officiellement, la nation n'a ni Dieu ni maître. Fin de citation. Et je conclus d'une phrase. La laïcité, puisqu'affranchissement de toute autorité extrinsèque, est donc bien affaire de souveraineté. Celle de l'individu sur lui-même par l'exercice constant de sa raison, et dont l'autonomie a été forgée au sein d'une école séparée des dogmes religieux, des idéologies politiques et de l'agitation de la société, souveraineté de la nation qui ne tire sa puissance que d'un peuple vigilant, c'est-à-dire anticlérical. Se dessine alors une république sans cesse perfectible par la controverse réglée, une nation créant un lien permanent entre le particulier et l'universel, entre l'homme et l'humanité, condition première pour être un foyer de civilisation. Je vous remercie. Le mot peut-être le plus juste, ce serait une réappropriation. La nation, c'est une notion de gauche au départ. La patrie, c'est une notion de gauche. Et on a laissé filer ça vers la droite. Et en laissant filer la nation à droite, elle s'est ethnicisée. Et du coup, le mot est devenu imprononçable. Le patriotisme, c'est la même chose. Je citais tout à l'heure cette fameuse conférence de Buisson en pleine affaire Dreyfus, pourquoi nous sommes patriotes et ne sommes pas nationalistes. On est patriotes parce qu'on est les héritiers de la Révolution française. Et on est nationaliste parce qu'on est antisémite et qu'on rejette la Révolution française. Et il faut voir que tout ça s'est fait ces 50 dernières années parce que l'Union européenne a été construite sur l'amnésie des nations. Donc, la classe politique du NPS était une réalité. Et ils se tenaient la main, ils étaient fondamentalement d'accord sur ce point. Il faut déconstruire la nation pour pouvoir construire leur Europe, sinon fédérale, ou cette espèce d'Europe des régions à base ethno-linguistique. Donc tout le contraire de l'effort qui ont été fait par les révolutionnaires français pour construire une patrie, une nation civique. Donc il faut absolument, et la laïcité c'est la même chose, petit à petit elle est récupérée. Regardez aujourd'hui quel candidat parle d'instruction publique. La gauche n'en parle pas. Donc il faut nous réapproprier ce qui nous revient en Europe, en tant que catholique.